Vous avez écouté? Oh. Par relancer le pédalier, partir dans les anecdotes, Carbonmar, ça vie sans œuvre, hein. Toi aussi. Quand je pose des questions, vous donnez. Ah, on est parti. Bon, bah, bonjour, merci d'être venu. Alors, on va parler banditisme, flics et voyous. Alors, à ma droite, Michel Luciani, qui représente le mal. Et ici, les forces de l'ordre avec Pierre. Alors, les deux est en Corse, on ne sait plus où est la limite, mais bon, voilà. Alors, on va parler un peu de banditisme, évidemment, d'évolution du banditisme, hein, de milieu traditionnel, qui est plutôt incarné par nos deux invités, et puis évidemment de ce qui est devenu aujourd'hui cette grande criminalité organisée, plutôt axée autour du trafic de stupes et de ces jeunes pousses de quartiers difficiles. Peut-être que vous allez vous présenter déjà pour commencer. Pierre, dis-nous un peu qui tu es, ce que tu as fait, pourquoi tu es là, qu'as-tu écrit? Bonjour à tous. Bon, Pierre Follach, moi j'étais commandant à la police judiciaire. J'ai commencé à Paris au Quai des Orfèvres. Je suis passé par Lyon et j'ai fait les 25 dernières années à la PJ de Marseille, où j'étais responsable de la BRB, qui est la brigade de répression du banditisme. Voilà. Je suis parti à la retraite, donc je suis à la retraite. Voilà, je peux vous parler de la police d'avant comme du banditisme d'avant. Voilà. J'ai écrit un bouquin que je signe là, mais c'est pas le but. Hein. Tu m'as dit de dire si j'avais écrit quelque chose. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Condé. Condé, ce qui veut dire flic en argot. Voilà. Vous le savez pas? Ah bon. Ah oui, vous savez. Alors l'origine, je vous le dis vite fait, enfin une des origines connues, c'est que il y avait le prince de Condé à l'époque de Louis XIV, qui était le cousin de Louis XIV, et le prince de Condé, bon, il était un peu en marge des malfaiteurs. Louis XIV l'avait mis en prison, et quand Louis XIV a été menacé par la Fronde, par le mouvement de la Fronde, il a voulu mater ce mouvement. D'ailleurs il est arrivé, il a sorti de prison son cousin, le prince de Condé, qui était un peu un aventurier, un mercenaire, lequel a fait sortir des gens de prison, des criminels. Il a monté une troupe, un groupe de criminels pour mater la Fronde. Et il y est arrivé, et depuis, chaque fois que les hommes du prince de Condé faisaient une descente en ville pour attraper les gens de la Fronde et pour les massacrer, tout le monde se cachait et disait il y a les Condés qui arrivent, les Condés, donc les gens du prince de Condé. Voilà, et depuis, par extension, les voyous, souvent les voyous nous appelaient les Condés, attention, il y a les Condés qui arrivent. Voilà. Donc j'ai été un Condé. Salaud. Moi j'ai un parcours totalement différent. Je suis de Pierre, et puisque moi j'ai commencé dans les rangs du FLNC en Corse quand j'avais 20 ans, pendant une dizaine d'années, dans un secteur particulièrement actif où on bougeait vraiment beaucoup, le secteur de Sagonne-Cargès, auquel appartenait également Yvan Colonne. Donc on a commencé ensemble. Ça a duré pour moi une dizaine d'années, jusqu'à la fin des années 80, fin 89, j'ai démissionné et puis j'ai versé carrément dans une autre partie, dans le grand banditisme pur, dans les braquages de partout, dans toutes les régions de France et de Navarre, et même un peu à l'étranger aussi. J'appartiens, disons, comme on en parle souvent, au banditisme à l'ancienne, qui n'a plus rien à voir avec le banditisme d'aujourd'hui. On est, comment dire, un peu presque des dinosaures tous les deux. On appartient à un monde qui aujourd'hui révolue. C'est tout à fait différent maintenant. Et bien justement, tu vas nous parler de ce banditisme. Enfin, l'un et l'autre, vous allez nous raconter un petit peu ces grandes années glorieuses. Pierre, c'était quoi le banditisme traditionnel? Alors le banditisme traditionnel, je sais pas ce que c'est, il n'y a pas de définition de banditisme. Moi je suis rentré. Il faisait quoi exactement? Moi j'ai commencé, j'étais jeune, j'avais 21 ans. Les voyous du banditisme à l'époque, c'était des gens qui faisaient dans l'extorsion de fonds, qui faisaient dans les braquages, beaucoup de braquages de banque.
Alors, je vais dire quelque chose qui va déranger certains et beaucoup de mes collègues ne sont pas d'accord. À l'époque, ces gens-là avaient quand même, pas tous bien sûr, même s'ils se tuaient entre eux, ils avaient quand même une certaine mentalité, ils avaient des valeurs. On pouvait se retrouver autour de certaines valeurs. Voilà. Bon, c'était pas bien, c'est pas pour autant qu'on allait leur mettre une médaille, hein, mais pendant les gardes à vue, par exemple, bon, on pouvait échanger sur toute autre chose de la vie, sur d'autres sujets que sur l'affaire elle-même. Une fois qu'on avait parlé de l'affaire ou pas, parce que certains ils ne disaient rien, voilà, on pouvait parler de littérature, de cinéma, d'un tas de choses. Voilà. Souvent, pendant la garde à vue, nous on mangeait les sandwichs, on disait tu vas manger avec nous, le type mangeait avec nous, voilà. Et s'ils étaient pris, même s'ils n'avouaient pas, ils se laissaient prendre et ils nous respectaient. Il y avait un respect mutuel. Je pense que le respect appelle le respect, comme la violence, on le voit aujourd'hui, appelle la violence. Voilà. Donc il y avait quand même, globalement, bien sûr, j'ai rencontré des mecs qui étaient des vrais salauds, mais j'ai rencontré aussi des mecs bien, de ce côté-là, des mecs bien entre guillemets, comme j'ai vu certains salauds qui étaient dans mes rangs. Voilà. C'était pas beaucoup, c'était une partie minime. J'ai rencontré des violeurs, des voleurs qui étaient de mon côté, alors que je pensais être du côté du bien. J'ai vu l'évolution petit à petit, l'évolution de banditisme, d'abord l'évolution de la procédure qui a mis les bâtons dans les roues de la police, hein, d'abord. Alors, la présence de l'avocat, c'est pas très gênant pendant la garde à vue, mais des procédures de plus en plus lourdes, beaucoup de papiers, de paperasse, etc., qui empêchent la manifestation de la vérité. Enfin, pendant le temps de la garde à vue, ça met des bâtons dans les roues. Voilà. Alors, tout est fait en fait pour les droits de la défense, mais rien n'est fait pour la victime, quoi. La victime, on l'oublie, on a tendance à l'oublier. Voilà. Donc cette évolution, je l'ai vue. Et dans les mentalités aussi, je l'ai remarqué, parce que quand on interpellait une équipe de jeunes braqueurs, par exemple, qu'on allait en perquisition chez eux, c'est pour ceux qui habitaient chez leurs parents encore, les parents, systématiquement, ils mettaient une rouste à leurs enfants. Alors, on les laissait faire, parce qu'une fessée paternelle ne fait jamais de mal. Mais très vite, on a vu le changement. Après, c'est les parents qui nous tombaient dessus pour essayer de libérer leurs rejetons. Au fil des années, on a vu cette mentalité changer. Voilà. Et manifestement, enfin, je sais pas, vous êtes tous témoins de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Moi, j'ai jamais vu à mon époque qu'on attaque les commissariats, qu'on brûle le drapeau français, etc., etc. Je l'ai jamais vu. J'ai vu petit à petit les choses changer, notamment dans les cités. Pour moi, la misère n'excuse pas tout. La pauvreté n'excuse pas tout. J'ai assisté au premier et j'ai traité la première attaque de fourgon blindé faite par des gens de cité, c'était à Marseille. Là, je crois que c'était au début des années 2000, il y a eu le changement a commencé là. Alors j'ai jamais été au stup, je peux pas en parler, toi tu peux en parler mieux que moi, les stupes. Moi je suis resté dans le banditisme traditionnel, raquettes, braquage, etc. Mais les choses, la police que j'ai connue n'a plus rien à voir avec la police d'aujourd'hui. Les flics d'aujourd'hui sont démotivés, ils ont les mains attachées. C'est pas les voyous qui ont les menottes, c'est eux qui ont les menottes, voilà. Et je pense que trop de droits, quitte à choquer certains, trop de droits tue le droit et tue les droits. Et aujourd'hui, ce n'est que, on ne parle que des droits, jamais des devoirs. Jamais. Moi, j'ai été éduqué avec ça, les devoirs, les droits d'accord, mais les devoirs aussi. Et surtout les devoirs, je dirais, voilà. Je vais passer pour un ringard ou pour un vieux camp, mais tant pis. Mais non, on peut dire, les gens de son époque, quand il était en exercice, à la limite, ils regrettent aujourd'hui les gens qui étaient comme moi, parce que même si on multipliait les actes de délinquance, de braquage, qu'on braquait beaucoup, il y avait certaines choses qu'on ne faisait pas, on avait un code, on respectait un code. C'est un code de l'honneur pour nous. Il y a des choses qu'on ne serait jamais permis, d'agresser des femmes, d'agresser des vieillards, toutes ces choses-là, pour nous, c'était interdit. Nous, on avait un code, on attaquait des banques, et on essayait de le faire toujours. D'ailleurs, ça s'est toujours passé comme ça pour moi et mes associés, sans aucune violence. Ce qui était privilégié, c'était surtout pas de violence, dans le calme, faire paniquer personne.
les trucs, c'est où les mains, c'est un hold-up. Dans la vraie vie, ça, pour nous, ça n'existait pas. Ça, c'est dans les westerns qu'on le voyait à la télé. C'était, nous, on essayait surtout de ne pas traumatiser les gens. On les braquait jamais directement. Il suffisait qu'on montre l'arme, refermer la veste. À partir de ce moment-là, le personnel de la banque, il avait compris ce qu'on allait faire. Il n'y avait pas besoin de lui en dire plus. On dit, bon, tu sais pourquoi on est là. On va au coffre, on va faire le distributeur, on fait. Toujours très calmement. On était très, comment dire, très calme, très maître de nous. C'était un avantage, mais après, il faut pouvoir l'être. Nous, c'était notre cas. On essayait d'être serein. D'ailleurs, la description que la BRB avait fait à notre époque, à l'époque où ils nous cherchaient, c'était pour des braquages sur Paris, ils disaient, ils sont 3, ils sont très polis, et ils font que rire sur leur braquage. C'était un directeur de banque qui avait eu ce signalement par les forces de la BRB, qu'ils avaient fait une réunion interbancaire entre eux, puisque à l'époque on avait vraiment multiplié les affaires sur Paris intramuros, on en était peut-être à 40 ou 50 banques en 1 an et demi. Donc notre signalement était partout, ils n'arrivaient pas à nous identifier. On était en postiche, bien sûr, jamais en cagoule, puisque sinon on ne pouvait pas rester comme on faisait 3 quarts d'heure ou 1 heure dans une banque. En costume, pour prendre la place des employés en cas de problème, pour que les gens... Des fois, au bout d'une demi-heure, il y avait des clients qui étaient là, ils ne s'étaient toujours pas aperçus qu'il y avait un armé, tellement on était discret. Donc on faisait ça bien, on s'en allait, on disait au directeur, viens avec nous, fais un tour dans la rue, t'en as pour 5 minutes, on disait aux autres, quand il revient votre directeur, vous déclenchez l'alarme, il n'y a pas de problème. Et ça se passait comme ça. Et c'est même arrivé que un directeur que j'avais visité, dont j'avais visité plusieurs fois sa banque, en quelques mois, il m'avait reconnu à chaque fois. Et malheureusement, sur la dernière banque, avant mon arrestation à cette époque-là, c'était sa banque à lui qu'on avait fait quelques mois, et il nous avait suivis dans la rue, sur 200 mètres, et arrivé au moment de se séparer, on avait discuté tout le long du trajet, sur 200-300 mètres, et il nous avait dit en plaisantant, et les gars, on dit jamais 203, vous êtes venus 2 fois sur celle-là, j'espère que vous ne revenez pas 3 fois. Et au moment où je lui dis non, vous avez été tellement gentil qu'on ne reviendra plus, c'est promis. Et au moment de se séparer, il nous a serré la main. Et le problème, c'est qu'il y avait la BRI qui était là tout autour de nous et qui nous prenait en photo. Et ils l'ont même cru complice quand il nous a serré la main. Et 3 ou 4 ans plus tard, quand il y a eu le jugement aux assises pour cette série de hold-up, ce directeur est venu témoigner pour nous. Et le procureur l'a interrogé. Pourquoi vous leur avez serré la main? Il leur a dit, je vais vous dire franchement pourquoi. Parce que c'était des gens corrects, ils m'avaient déjà braqué, je savais qu'ils étaient sans violence, qu'ils étaient gentils, j'étais content que ce soit eux, plutôt que des fous furieux qui nous prennent à coups de crosse pour rien. Et c'est pour ça que des gens comme Pierre Follatch, quand ils nous arrêtaient, on ne s'attendait pas à être arrêtés avec des bouquets de fleurs, de ce qu'on faisait. Donc l'arrestation par elle-même, ils sont obligés d'employer des méthodes brusques et violentes, puisqu'ils nous ont arrêtés à chaque fois dans des procédures de flagrant délit. Mais après, dès qu'on était menottés, maîtrisés, c'était correct, ils nous respectaient, nous on les respectait, pas comme les gens d'aujourd'hui qui en garde à vue leur crachent dessous, les insultes. Nous, c'était courtois, on leur répondait pas, hein. On leur disait j'ai rien à vous déclarer, je m'expliquerai devant le juge, mais ils étaient corrects avec nous. Et un jour j'ai posé, sur cette arrestation-là, justement à Paris, j'avais posé la question parce que je m'attendais à être une garde à vue très musclée au Quai des Orfèvres, d'après la réputation qu'ils avaient, c'était souvent assez musclé. Et je m'attendais, et le mec de la BRB qui m'interrogeait, il m'a dit Michel, il me dit, vous auriez été des crapules qui frappiez les gens, il dit en garde à vue, bon, ça aurait été peut-être plus violent pour vous. Mais là, vous êtes des bons mecs, il n'y a aucune raison qu'on vous frappe. Ah pardon, ben, je pense qu'ils ont entendu, je devais parler assez fort. Voilà, mais bon, cette époque, comment faisait-nous? Aujourd'hui c'est révolu, déjà, parce qu'il n'y a plus d'argent dans les banques, surtout, mais parce que des gens qui font comment faisait-nous, il n'y en a plus. C'est-à-dire, une des différences aussi, c'est que les voyous de maintenant, notamment dans le narcotrafic, pour la plupart, c'est des gens
qui n'ont pas commencé par le bas de l'échelle. À l'époque, dans les équipes comme celle de Michel, ou dans les grandes équipes qu'il y a eu dans le sud de la France, l'équipe Zampa ou Francis le Belge, etc., même si c'était des crapules et entre eux, ils se faisaient aucun cadeau quand ils étaient d'équipes adverses, la plupart commençaient par en bas et ils montaient en quelque sorte un peu les échelons. Ceux d'aujourd'hui veulent tout de suite, et il n'y a pas de limite, c'est-à-dire s'il faut tuer, torturer, etc. D'abord, pour la plupart, ils ont commencé jeunes, très jeunes, en arrachant des colliers ou des sacs à main. Donc quand on fait ça, quand on commence comme ça montre un peu la mentalité. Alors que si vous tombiez, si vous étiez agressé et que quelqu'un comme Michel ou comme les gens que j'ai pu connaître avant étaient témoins de l'affaire, ils seraient venus pour vous défendre. Ils auraient cassé la gueule à l'agresseur et ils vous auraient restitué le sac à main. Voilà la grande différence. Et puis, lorsqu'on avait en garde à vue des gens de la nouvelle génération, c'est des gens avec lesquels on ne pouvait même pas parler. Que d'abord, on était pour eux, on était des mécréants, et on ne pouvait même pas parler avec eux. Si on leur disait, tu veux manger? Non, je veux rien d'un flic, je veux rien d'un condé, etc. C'était totalement fermé. Alors qu'avant, on pouvait échanger sur un tas de trucs. C'est pas pour autant qu'on cherchait à faire d'un indicateur celui qu'on avait en garde à vue, mais si on mangeait, on faisait monter des pizzas pendant la garde à vue, on était en train d'entendre quelqu'un, on disait tu veux manger avec nous, on buvait un coup de rosé avec lui, et puis après on reparlait de l'affaire après. C'était vraiment, on arrivait à faire... Ça n'existe plus maintenant, ça n'existe plus. On dirait que toutes les valeurs ont été inversées. Voilà. Et c'est bien dommage. Alors moi, je me suis rendu compte de la bascule à la fin des années 90 quand j'étais incarcéré. Dans les années 80, la moyenne d'âge en prison, c'était 35-40 ans. Et à partir de la fin des années 90, la moyenne d'âge a chuté, et aujourd'hui, maintenant, c'est 20-25 ans. Et la mentalité, bien sûr, a changé. Il n'y a plus aucun respect dans les prisons, ni entre détenus, il n'y en a pas, mais pour les surveillants non plus, il n'y a plus rien. C'est vraiment, maintenant, aujourd'hui, la prison, depuis ces dernières années, ces 15 dernières années, c'est la jungle. L'autre jour, je participais à une émission où on m'interrogeait sur les beaux maîtres des années 80 et les beaux maîtres d'aujourd'hui. À l'époque, en 80, la nuit, c'était le silence total. Tout le monde dormait. Celui qui criait à 10h du soir à la fenêtre, le lendemain matin, en promenade, il prenait une rouste. Maintenant, c'est l'inverse. Toute la prison crie toute la nuit jusqu'à 6h du matin, et c'est celui qui intervient, qui demande aux les gars, je suis en train de dormir. C'est lui qui se fait rouer de coups le lendemain matin dans la promenade. Les valeurs ont été inversées par l'arrivée massive des jeunes, des cités principalement, et aussi par la montée de l'islamisation en prison. Parce que dehors, c'est beaucoup de délits, des arrachages de sacs, de colliers, beaucoup de délits crapuleux. Et dès qu'ils arrivent en prison, ces gens-là se réfugient dans la religion. Et pour faire partie du groupe de la religion, et en vérité, ça met dans toute la prison, ça met le souk, parce que ils brandissent la religion à toutes les paroles. Si tu n'es pas d'accord avec eux, tu es raciste, c'est la religion, tu es contre l'islam, contre les musulmans. Et ça a pourri totalement la détention, cette arrivée massive de tous ces jeunes des quartiers, des cités. C'est vraiment, les prisons aujourd'hui, franchement, moi ça fait longtemps que j'en suis sorti, mais aujourd'hui, pour ceux qui rentrent, c'est un enfer. C'est pas, comme ils disent beaucoup, la prison c'est le Club Med. C'est loin d'être le Club Med. C'est peut-être le Club Med pour les jeunes des cités, parce qu'en vérité, comme ils n'ont pas trop de vie, la vie qu'ils ont dans le rôle d'immeuble à vendre du shit, à faire des trucs, en prison, ils se regroupent par cité, donc ils ont presque la même vie. Ils sont en cellule, ils jouent à la PlayStation, ils descendent dans la promenade, c'est un chiche à volonté pour tout le monde. Donc pour eux, ça les change pas tellement de leur vie du dehors. Ils sont chez eux en prison. Et c'est ça le pire avec eux. Pour la prison, et la prison comme elle est maintenant, ça ne changera rien, ça ne change rien pour eux, et ça les dissuadera pas d'y retourner et de récidiver toute leur vie. Hein.
Moi, je vais choquer encore que certains. Oui, mais désolé. J'en suis à regretter d'avoir contribué à mettre des belles équipes d'anciens voyous en prison, d'avoir démantelé, notamment des équipes de Corse, mais bon, c'était comme ça, même si c'était des compatriotes à moi. Mais j'en suis à regretter, et ça a laissé la place à ceux qui sont maintenant là. Parce qu'à l'époque, bon, il y avait des équipes en place, notamment dans le sud-est, Marseille et autour, qui contrôlaient tout, et qui laissaient les gens de cité faire leur petit trafic. De temps en temps, ils faisaient les juges de paix quand il y avait des embrouilles entre 2 ou 3 équipes. Mais ça a changé quand ces gens-là de cité se sont retrouvés en prison avec des grossistes. Ils ont eu le contact direct avec les grossistes, alors qu'avant ils devaient passer par les équipes. Et donc et donc ils n'ont plus eu besoin. Et quand encore parfois je sors une fois la nuit à Marseille ou ailleurs, je rencontre des gens, des anciens voyous, des gens de la génération de Michel que j'ai contribué à mettre en prison. Ils sont contents de me voir, certains m'embrassent même en me disant mais tu as vu ce que c'est devenu. On n'était pas comme ça, nous. On n'était pas comme ça. C'est quand même terrible, quoi. Donc j'en suis à regretter aujourd'hui d'avoir contribué à démanteler certaines grosses équipes, ce qui a laissé la place aux gens qui sont en place aujourd'hui. C'est terrible de dire ça, mais si j'avais su, je vous garantis que je ne l'aurais pas fait. Voilà. J'espère. Non, oui, je sais, mais j'aurais pas pu le savoir avant. Je pense parce qu'ils arrivaient quand même à les tenir, ils verrouillaient tout. Quand il y avait des embrouilles dans les cités, ils intervenaient pour dire bon, c'est bon, quitte à mettre des gifles ou voire pire à certains meneurs. Mais ils arrivaient à contrôler. Bon, c'est pas moral ce que je dis, j'en suis très conscient. C'est pas du tout moral, mais entre deux mots, il faut choisir le moindre. De même que j'ai protégé des voyous parce qu'ils me donnaient des renseignements, alors qu'ils avaient fait des trucs, mais je les protégeais, je les aidais à se débarrasser de ce qu'ils avaient fait parce qu'ils me donnaient plus. C'est-à-dire un mec qui avait fait un braquage, si j'avais les éléments pour le mettre en prison, s'il me donnait un assassinat, c'est sûr que le braquage, il s'asseyait pas dessus. Non, mais tout ça, c'était toléré à l'époque. Voilà, c'était comme ça. Alors, c'est vrai que c'est pas moral, c'est pas bien pour la victime qui aurait pas eu gain de cause parce que j'avais étouffé son affaire. Mais ça permettait de résoudre des affaires. Pour moi, un assassinat, c'est plus important qu'un vol à main armée. Voilà. Je sais pas, j'ai conscience que ça peut choquer. Ben, certains sont très choqués de ça, en me disant que j'ai pas de morale, etc. Mais je regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais. Voilà. Puis on avait ces méthodes-là, parce qu'on n'avait pas d'argent. Bon, maintenant, certains informateurs, ils sont rémunérés, pas grassement, mais à l'époque, il n'y avait pas d'argent, on s'est débrouillé comme on peut. Mon ami Michel Néret, dont vous avez tous entendu parler dans l'affaire Néret, qui a eu la gentillesse de me faire la préface de mon bouquin, lui, il prenait dans les scellés pour donner à ses informateurs. Quand il y avait des saisies de drogue, ils en prélevaient une partie pour rémunérer. Voilà, bon, c'est formellement interdit, mais on le faisait. Lui s'est fait attraper, et moi non. Voilà, c'est tout. J'ai de la chance. Non, mais j'ai de la chance. Mais chaque fois que j'ai contourné la loi, enfin la procédure pénale, c'était pas pour m'en mettre dans la poche, c'était pour la manifestation de la vérité. Alors je sais, il y a un débat là-dessus, c'est bien ou c'est pas bien, je sais pas. Moi, lors de mes dernières incarcérations, dans les années 2010, pour la première fois de ma vie, pour vous dire la différence entre les deux époques, malgré mon passé carcéral et le fait que en prison je sois à l'aise, disons que je sais naviguer en prison, c'est la première fois que je me suis senti en insécurité totale dans la prison. Pour vous dire à quel point elle est changée. On n'a plus affaire des jeunes, des très jeunes et des mineurs qui n'ont aucune limite. Il y a des portables. Alors tout le monde, par cellule, s'ils sont 2 en cellule, il y a 4 portables. Tout le monde a des portables. Sur ma dernière peine de prison, je n'ai pas fait un seul jour de détention sans portable. Mais eux, le problème, c'est que nous, le portable, on s'en sert pas pour faire des affaires. On l'appelle parce que c'est la facilité. Puis bon, ils n'ont pas compris que les cabines étant hors de prix, tout le monde a des portables avec lesquels c'est gratuit. S'ils mettraient les cabines gratuites, il n'y aurait pratiquement plus de portables en prison parce que les gens comme moi, on en fait une utilité normale
pour appeler les familles, pour appeler voilà, nos femmes, nos enfants, même nos amis. Mais on commandite pas des assassinats avec les portables, comme ils font maintenant. C'est ça qui est devenu... c'est pour ça que je me suis senti en insécurité. J'ai assisté à un spectacle dans une promenade. Un mec qui rentre pour un délit financier, donc il y a eu un petit article dans le journal, donc tout le monde qu'il est là pour un truc financier. Un mec qui ne connaît pas la prison, qui est seul, qui n'a pas d'amis d'or, qui n'appartient pas au milieu. Le premier jour, il s'est fait coincer par une douzaine de jeunes dans la promenade, qui lui ont mis un couteau sous la gorge, et qui lui ont mis un téléphone portable dans la main, et qui lui ont dit « Appelle ta famille, fais-nous porter 20 000 € devant la porte demain matin, sinon on te saigne dans la promenade. » Le mec, mais personne ne peut rien pour lui. Même l'administration pénitentiaire ne peut rien. Le mec, il est seul. Sa seule solution, c'est de se courir et se faire mettre à l'isolement dans un quartier protégé. C'est la seule solution. Et ben, des gens comme moi, qu'on est habitué à naviguer, on est obligé d'avoir des yeux dans le dos, parce qu'ils avaient même plus de respect pour nous. Ils s'en foutaient, banditisme, pas grand banditisme, ils s'en foutent totalement. Ils te sautent dessus à 10, donc tu peux être qui tu veux dans la prison. Tu peux être connu, pas connu, ils s'en foutent totalement, quitte à en payer les conséquences après plus tard. Mais c'était vraiment affolant parce que je me suis trouvé dans une situation, heureusement que dans toutes les prisons, on arrive toujours à se regrouper en tant que mecs comme moi. On est 7, 8, mais on est très solidaires, donc on reste ensemble. Et en cas de problème, on peut faire face. Mais les gens qui sont seuls, ils sont vraiment dans la mouise quand ils rentrent en prison aujourd'hui. C'est des victimes toutes désignées de ces jeunes qui sont 100 fois des lois. Les gardiens, pas. Bien pour. S'il y a 10 personnes qui sautent sur un mec dans la promenade, ils attendent que le mec il soit mort dans le coma pour rentrer dans la promenade pour intervenir. Hein. Ils bougent pas, ils restent à l'extérieur. Hein. Ils ont des ordres pour ça. Et c'est pas pour un salaire de 2000 € qu'ils vont prendre des risques à rentrer dans une promenade pour se trouver eux en train de s'affronter avec les jeunes. Donc ils viennent pas, ils interviennent pas. C'est insupportable. Insupportable. Ouais, mais c'est comme ça. C'est comme ça dans les prisons. Il faudrait inverser. Là, les valeurs sont inversées dans tous les domaines, pas que dans le domaine de la justice, du banditisme, etc. Même chez les voyous l'ancien, ils disent putain, mais on n'était pas comme ça. On respectait les vieux, on respectait les femmes, on faisait nos trucs entre nous. S'il y avait une autre équipe, c'est sûr qu'on se charclait entre nous, mais jamais il y avait un respect. Une fois qu'ils étaient pris, ils étaient pris. Les valeurs sont, c'est pas un discours politique que j'ai, mais dans tous les domaines, les valeurs sont inversées. Voilà. Donc il faudrait c'est pas normal que lorsqu'on sort le soir, que vous sortez au théâtre ou ailleurs, c'est pas normal que vous vous sentiez en insécurité ou que vous restiez chez vous parce que vous avez peur de sortir. Je veux dire, il faudrait quand même, il est temps de réinverser les valeurs, de remettre les valeurs. Enfin, il me semble, c'est insupportable, c'est pas pensable, quoi. Qu'on attaque les commissariats dans notre pays, on brûle le drapeau et personne ne dit rien. C'est insupportable. Et si on dit ça, on est facho. Ça commence à venir encore, ça. Hein, Michel? Encore, ça a beaucoup changé. C'est pas encore au point du continent. On n'est plus préservé la banalité de quoi que ce soit. Ah non, les femmes, mais ça commence à être délicat parce que bon, il y a 5000 arrivants par an en Corse. Il y a 5000 nouveaux arrivants chaque année qui s'installent en Corse. Et bon, heureusement que là-bas, on arrive vite à les contrer quand ils veulent faire comme ils font à Paris ou à Marseille. C'est assez comme l'an dernier. Il y a une équipe de petits dealers qui a voulu s'en prendre à des éboueurs, enfin des gens de la ville qui voulaient débarrasser les voitures à la Cité des Cannes. Parce que pour leur réseau de distribution de shit, parce qu'en Corse aussi, il y a des réseaux où ils distribuent, il y a des quartiers où ils distribuent, où ils vendent des points de deal. Ils voulaient enlever les épaves de voitures alors que ces jeunes, ils s'en servaient comme cachette. Ils s'en sont pris aux employés municipaux. Mais dans les 2 heures qui ont suivi, il y a eu 1000 personnes qui sont descendues, qui les ont traqués, bon après, ils ont disparu, ils n'étaient plus là.
Ils sont disparus totalement de la cité des Cannes, ils sont plus. Mais bon, c'est parce que c'est la Corse qui a eu ça. Oui, aussi, cela. Mais ça, c'est. S'il y a un squat en Corse, le squat il dure pas longtemps. On n'attend pas que la rentrée judiciaire ait lieu, etc., ou la fin de la trêve hivernale. C'est sûr que le squat il est vite dégagé. Hein. C'est normal. Pour moi, c'est normal. C'est encore à tout préserver de tout ça, mais si ça continue comme ça, et ça va pas durer très longtemps en Corse pour être c'est ça qui est pénible de voir comme ça arrive maintenant. Il se passe des choses en Corse qui se passaient pas avant. Moi, je me rappelle, même à tous les niveaux de délinquance ou de crime. Avant, je me rappelle, dans les années 80, à Ajaccio, il y avait 4 sessions d'assises par an à faire braquage ou assassinat. Maintenant, toutes les sessions d'assises, il y a des affaires de crimes sexuels. Toutes les sessions d'assises. Ça veut dire que même de ça en Corse, on n'est plus préservé. Alors, déjà, on va parler un peu d'une petite anecdote. J'aurais aimé vous parler de belles choses, mais malheureusement, dans le métier que j'ai fait, il n'y avait pas trop de belles choses. Il y a eu des belles rencontres, notamment avec certains voyous que j'ai appréciés, dont j'ai pu comprendre le parcours et qui avaient des valeurs sympas. Ce garçon, je l'ai cherché quelque temps. À une époque, il était en cavale et je le cherchais, je rêvais d'avoir son numéro de téléphone et de pouvoir le crever. Enfin, crever, façon de parler. Hein. Il m'a jamais trouvé. Et je l'ai pas trouvé, j'avoue, cette faiblesse que j'ai eue, je l'ai pas trouvé, j'ai pas été assez bon. Et aujourd'hui, j'ai son téléphone, quelle chance, mais ça ne sert plus à rien. C'est con. Parce qu'en fait, on s'est retrouvés, parce on est chez le même éditeur quand on écrit le bouquin. Et donc, après, on est rentré en contact, et puis on est monté du sud ensemble en train, voilà. Et on redescend ensemble. On dort dans le même hôtel, pas dans la même chambre. Hein, Il était à Marseille, moi j'étais en cavale dans la région marseillaise, mais il avait un informateur qui le renseignait, mais il lui donnait que des informations bidons sur moi. Jamais j'ai été, je sais pas qui c'est cet informateur, mais chaque fois qu'il lui donnait une info, il y allait, j'y étais jamais. Je te dis qui c'était, il est là. Non, en revanche, après il a été, en fait c'est mes collègues d'Annecy, la PJ d'Annecy qui le cherchaient pour des braquages, il en avait fait chez nous aussi, et après finalement, bon, quand il a été arrêté, mes collègues d'Annecy sont allés l'entendre, et l'ont entendu, et à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur, c'était des machines à écrire portatives. Et cet enfoiré, c'est dans l'imprimante que tu avais mis ça, ben, il va le raconter lui-même. Ouais, il m'avait laissé seul dans le bureau 2 minutes, hein, mais bon, j'étais accroché à une menotte avec un anneau contre le mur. Il est sorti, il a laissé l'ordinateur avec son imprimante à côté, il s'apprêtait à imprimer ses dépositions là. Bon, ces dépositions étaient simples vu que je répondais pas aux questions. Et dès qu'il a tourné le dos, j'avais un trombone sur le bureau, j'ai jeté dans l'imprimante et l'imprimante elle est tombée en panne. Toute sa procédure tombait à l'eau, il ne pouvait plus imprimer, il ne pouvait plus rien faire. Et il lui a raconté, quand il lui a raconté ça, il a dit putain, il m'en a fait voir de belles. Après d'ailleurs ils se sont téléphonés tous les deux, ils ont rigolé. Ouais, c'est une surprise de la vie. Moi, 30 ans après, j'ai reconnu les faits, j'ai dit que c'était moi qui avais jeté le trombone dans son imprimante. C'est la seule fois où il a avoué un truc à un flic. Quand j'ai écrit mon bouquin, lui il a écrit juste l'année d'avant moi, dans la même maison d'édition. À l'époque, on n'avait pas de contact. Et un jour, il a vu mon bouquin quand il est passé à la maison d'édition. Il a demandé mes coordonnées. Et je me reçois une photo de lui avec mon livre à la main, en photo, en disant, tu vois, j'ai fini par te retrouver. Et depuis, je l'ai appelé. Je lui ai dit, ça me fait plaisir que tu veuilles me trouver maintenant, seulement. Et depuis, on est régulièrement en contact. Alors ça, vous voyez, c'est impossible à faire avec les gens d'aujourd'hui. C'est impossible parce que c'est impossible. On ne peut pas avoir une complicité. Ils sont totalement fermés, quoi. Vous-même, vous dites, ah, tu veux fumer, fume. Je veux rien d'un flic, je veux rien d'un condamné. Il vous crache à la gueule. C'est insupportable, quoi. C'est insupportable. On ne peut pas avoir des rapports humains avec ces gens-là.
Puis alors j'ai vu des affaires où ces gens-là ont torturé des gens de l'équipe adverse, mais des tortures dans le coffre de la voiture, on met le feu alors que le mec il est dans la voiture. On peut pas faire ça, on fait ça. On peut pas faire ça à quelqu'un, quoi. Rien à voir avec ce qui était avant. J'ai assisté, je vivais à Marseille de 2006 à 2012 dans les quartiers nord. Dans l'endroit où j'habitais, en haut des quartiers nord, il y avait 3 jeunes qui dirigeaient le réseau, dont un que j'avais croisé au cours d'une détention. Donc il me pousse, il me saluait, il m'aimait bien, il me disait bonjour. Ah ben, ces trois, en maintenant ils ont tous 20 ans, alors ils étaient tous très riches. Ils avaient tous les 3 qui dirigeaient, ils avaient 20 personnes avec eux, ils dirigeaient le réseau, ils avaient tous 1 million d'euros chacun de côté, hein, à 25 ans. Mais ils sont éphémères, ils ne durent pas. En quelques mois, un il a fini étranglé dans une voiture par ses propres sbires qui travaillaient pour lui, un en fusillade dans un règlement de compte, et l'autre en prison pour un trafic de coke. Alors ils montent en flèche, très vite, comme ils se prennent pour Scarface, dans le film Tony Montana, voilà, mais ils ne durent pas, ils sont tous éphémères. Et la plupart, ils ont... Vous voyez les faits divers dans les journaux, ils meurent tous, ils ont même pas 20 ans maintenant. Maintenant, c'est encore baissé. Il y a 3-4 jours, ils ont abattu un jeune d'un réseau parce qu'il était en train de faire décoller un drone pour livrer dans la prison. Il était avec la manette à la main en train d'envoyer le drone dans la cellule. Il est arrivé 2 tueurs derrière lui, ils l'ont abattu, il a 17 ans. Et c'est ça, Marseille maintenant, c'est ça, toutes les semaines. Des assassinats commandités depuis les cellules. Parce que pour savoir qui est là, ça veut dire que c'est une cellule à côté qui a donné le go, qui a dit oh, il est en train de livrer un drone à côté, une équipe différente, venez, faites-le. C'est ça maintenant, le nouveau banditisme des cités, c'est ça. Plus de limites. J'ai vu l'autre jour, on m'a expliqué, un ami à moi qui est sur Nice, le règlement de compte qu'il y a eu, il y a eu une fusillade dans une cité. Le top a été donné depuis une cellule. Il est arrivé 2 mecs en trottinette, avec une Kalachnikov. Ils ont rappelé le mec dans la cellule parce que celui qui voulait tuer, il n'était pas là. Ça a été quoi la réponse du mec en cellule? Il n'est pas là, mitrailler tout le monde. Parce que donc ils ont tué 2 mecs qui étaient là de passage, qui n'ont rien à voir, qui étaient innocents, ils en ont blessé 6. Ça, voilà, c'est ça maintenant le banditisme de cité, le nouveau. Plus de limites. Ils tuent comme ils respirent. Mais quand vous dites tout à l'heure les matons, ils veulent avancer, mais le problème c'est qu'ils arrivent, il y en a tellement, ils en saisissent 60 000 par an. Bon, ils sont pas assez comme Maton, et puis aussi dans certaines maisons d'arrêt, arrête-moi si je dis une bêtise, ils achètent la paix sociale aussi. Voilà, par exemple, il y a la prison d'Aix. J'ai un ami, j'ai régulièrement au téléphone là-bas. Il y a 7-8 mois, j'ai dit, t'as pas le brouillard? Il me dit, ouais, il est dans mon aile, il est au bout de la cellule, il est au-dessus de la cellule, un peu plus loin, mais il me dit, il est coupé. Il me dit, parce que s'ils mettent le brouillard en route, il y a la révolution, ils ont peur qu'on mette la prison à l'envers. On achète la paix sociale. Ils achètent la paix sociale. Oui, mais il n'y a pas assez de matons, ils sont, moi je connais pas mal de matons, et ils sont pas assez. D'ailleurs, ils sont pas assez. Voilà, donc, comme il n'y a plus de flics, merci à Sarkozy, que j'ai beaucoup aimé quand il était ministre de l'Intérieur, parce qu'il a fait beaucoup pour les flics, je comprends maintenant pourquoi, il avait d'autres ambitions, mais il a pas remplacé, il a remplacé un fonctionnaire sur 2 qui partait à la retraite dans la police. Putain, c'est une catastrophe. Il y a des millions de procédures en souffrance. Si vous déposez plainte demain, votre affaire ne sera jamais traitée. Pour un cambriolage, quoi, ça ne sera jamais traité. Jamais. À la fin des années 90, quand les prisons, les téléphones portables sont apparus en prison, les premiers portables sont apparus, j'ai vu certains détenus, déjà les téléphones étaient très rares en prison, mais celui qui se faisait prendre avec un téléphone, moi j'en ai vu un prendre, premier téléphone, 1 an de prison, en plus, que pour le téléphone, 2e téléphone, 4 mois après, puis 30 jours de cachot, 2e téléphone, 30 mois de prison.
Troisième téléphone, 4 ans. Il s'est rajouté pratiquement 7 ans de prison, le mec, pour des téléphones en détention, qui sont des peines à ajouter, parce que non confusionnables, puisque c'est des peines intérieures. Aujourd'hui, moi, je me suis fait prendre sur ma dernière détention 2 téléphones. Parce que en plus, j'étais dans une catégorie de détenus DPS particulièrement surveillés, donc j'avais des fouilles régulières, bon, j'avais des bonnes planques, donc ils ne trouvaient pas le téléphone. Mais quand ils l'ont trouvé, c'est que je l'avais dans les mains. Donc ils n'ont pas eu à chercher. Ils m'en ont pris 2. Le premier, je suis passé au prétoire, un avertissement. 10 jours après, un quart d'heure après, j'avais un deuxième téléphone. 10 jours après, les gendarmes viennent. Parce que chaque fois qu'ils trouvaient un téléphone, c'était la prison de Montpellier. Ils envoyaient les gendarmes pour la procédure. Le gendarme, il vient, j'ai fait, ils m'entendent, le téléphone est à vous, j'ai dit oui, il est à moi. Je lui ai dit, il y aura un procès. Il me dit, tu plaisantes? Il me dit, à la gendarmerie de Villeneuve-les-Maguelone, on a 6000 procédures de téléphone en attente de jugement. Autant dire qu'il n'y aura jamais de procès, déjà que les tribunaux sont surchargés. Peut-être un an après, ils m'ont pris un deuxième téléphone, remonté au prétoire, 7 jours avec sursis. En quoi ça va me dissuader d'avoir un téléphone? 10 minutes après, j'en avais un autre. C'est pas dissuasif. Il n'y a plus de cachot, plus de passage en procès, plus de mots. Et bon, j'ai perdu, pour les 2 téléphones, 1 mois de remise de peine. Mais qu'est-ce que c'est 1 mois en comparaison du bien-être que ça peut apporter d'avoir un téléphone portable en cellule? C'est pour ça, ça s'arrêtera jamais. Et si ça peut s'arrêter, s'ils durcissent vraiment à l'extrême, et que le moindre téléphone, le mec il est condamné, et qu'il voit qu'il prend un téléphone 1 an, le deuxième téléphone 30 mois, et ainsi de suite, peut-être le mec intelligent, il va réfléchir. Il va se dire, bon, il vaut mieux que je stoppe, sinon je ne sors plus jamais de prison. Mais sinon, les téléphones, ça rentre de tous les côtés, pareil. Tous les jours, il y avait 30 téléphones qui tombaient dans la promenade par les projections. Ouais, depuis la route, ils sont équipés, hein, avec des raquettes de tennis, ils tapent ils les scotchent dans des éponges ou dans des balles de tennis, et ils les envoient avec des raquettes de tennis pour faire la distance. Et maintenant, il y a les drones encore. Il y a les drones. Il y a pratiquement pas de... Il y a très peu de surveillants qui rentrent des téléphones. Hein. Il n'y a pas besoin de surveillants corrompus pour rentrer des téléphones, ça rentre de partout. Ah oui, mais ce qui est étonnant maintenant avec les drones, c'est qu'ils n'aient pas trouvé plus d'armes. Parce que ils s'en servent pour faire... Si vous voyez ce qu'ils trouvent dans les drones, c'est hallucinant. Il y a des fois, ils font venir des drones pour des kilos de viande. Ils se font livrer de la viande, parce qu'il n'y a pas de viande en prison, pour l'hygiène. Donc il n'y a pas de viande fraîche. Donc par drone, ils se font livrer de la viande. Quand il tombe des projections, il y a 30 projections dans chaque promenade tous les jours. Hein. Et en une fraction de seconde, les détenus, ils récupèrent les projections et ils les font monter par les fenêtres dans les cellules. Ce qui fait qu'en sortant de la promenade, en passant à la fouille, il n'y a plus rien. Ça monte direct dans les cellules par des yo-yo. Mais la plupart, quand ils trouvent, les surveillants, ils trouvent des colis, de la viande, de l'alcool, des bonbons. Mais parce que c'est des jeunes. Il y en a, ils se font jeter, il faut venir des gens prendre des risques pour jeter des paquets de bonbons par-dessus le... Bon, après, il y en a, bien sûr, c'est des téléphones, les armes, les couteaux en céramique, il n'y a pas besoin de les faire jeter par projection, ça sonne pas. Ça rentre au parloir, puisqu'il n'y a plus de fouille au parloir. C'est qu'un détecteur, mais si ça sonne pas, il n'y a pas de fouille. Donc, dans la prison, il y a des centaines de couteaux en céramique qui sont un danger permanent pour les autres détenus et pour le personnel, pour les surveillants. Parce que ce matin, en ouvrant les infos, le premier truc que je vois sur mon fil d'infos, agression d'un surveillant à Villeneuve-les-Maguelone. Surveillant agressé violemment par un détenu à coups de poing. Mais tous les jours. Sur la région là-bas, Montpellier, Béziers, où je suis, tous les 2 jours, il y a un article sur la prison, soit une saisie, soit une agression. C'est affolant. Il n'y a plus, aucune limite dans la prison pour ce genre de détenus. La police que je vous ai décrite, c'est quelqu'un de la génération de ce monsieur qui est là, ce monsieur qui a le polo blanc, c'est monsieur Cancès,
qui a été un des grands... non, Claude, viens là. Qui a été le directeur au 36, qui a été un grand directeur, qui a été patron de la BRI, etc. C'est les messieurs, c'est des gens de cette génération qui m'ont appris la police, cette police c'était le pénal dans la joie, je vais dire, parce que c'était vraiment une grande police. Et il pourrait vous en parler encore, voilà, mais comme il est très humble, il préfère rester dans l'ombre. Mais c'est un grand monsieur qui est là, vous voyez. Comment vous êtes-vous repenti et devenu ami avec... Alors, le mot repenti pour moi n'est pas adapté. Parce que repenti pour moi c'est repenti style repenti à l'italienne, c'est-à-dire qui se repent de ses crimes et qui témoigne contre ses complices en échange d'une complice de peine. Pour moi, le repenti c'est ça. Et moi je ne suis pas repenti du tout. Vous sorti la tête haute. Alors, par ma propre volonté, c'est moi tout seul qui, le jour de ma dernière peine où je suis sorti, j'ai pris. En 2013, j'étais libre au tribunal, le procureur a demandé 8 ans. Comme je n'aime pas. Moi, si je peux m'échapper, je m'échappe. Donc, au moment du verdict, j'étais plus là. Ils m'ont mis 6 ans. Moi, c'était pas une grosse cavale, donc j'ai dit. Ils me prendront quand ils me prendront, et un jour, NRF, un an et demi, a fini par me retrouver. J'ai purgé 4 ans. J'ai purgé 4 ans sur cette peine-là. Et c'est de ma propre volonté, parce que je trouve qu'en prison, il n'y a pas de réinsertion. Parce que des gens comme moi qui sont en fichier, en détenu particulièrement signalé,